Chaque histoire de ce podcast est une trajectoire de vie personnelle, singulière. Elle ne représente qu'elle-même, car chacun a son histoire et chacun a sa mémoire. Et de nous, qui se souviendra? Par Nicole Guidicelli. Anne-Lise Épied-Noir, née à Alger en 1956. Grâce au récit de ses grands-parents, aux archives de Nantes et aux registres paroissiaux, elle a découvert que sa famille était présente en Algérie depuis 5 ou 6 générations. Originaire d'Italie, de France, d'Espagne, de Bavière, ses aïeux ont fui la misère, les ravages du phylloxéra ou le Kulturkampf de Bismarck. En 1958, les parents d'Anne-Lise sont instituteurs à Bou Saada, une commune située au pied de l'Atlas saharien, à 250 km au sud-ouest de la capitale. Pour se rendre à Alger, il faut passer par les gorges de Palestro. Et c'est dans ces gorges qu'en avril 1956, l'armée française fut prise au piège par les combattants du FLN. Je suis née le 1er janvier 1956, donc les violences, les attentats, les enlèvements se déroulaient déjà depuis 2 ans. Je pense qu'il devait y avoir un climat d'inquiétude chez ma mère. Mon père faisait partie du service de santé de l'armée. Il était chargé de réceptionner les cadavres des appelés qui avaient été égorgés, mutilés lors d'embuscades et de les rendre aux familles, de restituer leurs objets personnels aux familles. Donc c'était quelque chose de très dur. Donc maman chaque soir se demandait si elle reverrait mon père, puisqu'il patrouillait au sein des unités territoriales. Et quant à papa, il n'en a pas dit mot pendant tout ce temps, parce que je crois que ça l'avait rendu carrément malade, vu ce qu'il avait vu. Donc, quand ils vont à Bou Saada, la vie est plus calme, puisqu'éloignée des plasticages, etc. Et la guerre, j'en prends vraiment conscience lorsque, en janvier 1962, je me rends avec maman, on prend un petit avion, je crois que c'était un DC-8, je crois me souvenir, à Alger, parce qu'elle voulait accoucher à Alger. Et donc, en janvier 62, c'était Bab el Oued était bouclé, il y avait des plasticages sans arrêt. Je passe quelques jours à l'école, mais je me rappelle qu'il y avait des alertes, on devait filer sous nos tables à chaque alerte. Finalement, l'école a fermé au bout de quelques jours ou de semaines, je ne sais plus. Je me souviens que les murs de l'appartement de mes grands-parents, ils étaient à la limite de Bab el Oued, avenue du Rondeau, étaient criblés de balles. Qu'il y avait des perquisitions régulières, je pense, de la gendarmerie. Il y avait le couvre-feu, puisqu'à telle heure, il ne devait plus y avoir de lumière dans les appartements. Alors, même petite, je devais me pencher pour passer derrière la fenêtre. Enfin, il ne devait pas y avoir d'ombre. Enfin, voilà, ce sont des souvenirs qui m'ont marqué. Et quand nous rentrons à Bou Saada, à la fin de février ou début mars, je ne sais plus, eh bien, nous sommes rattrapés aussi par ces événements, puisque le FLN aussi a poursuivi sa politique de terreur, peut-on dire, dans les campagnes. Et nos voisines institutrices, je me souviens, avaient toqué à la porte affolées. Elles venaient se réfugier parce qu'il y avait des tirs partout. Je me souviens aussi, peu avant de partir à Alger, mon dernier Noël, donc décembre 61, nous nous rendions à la messe de minuit à Bou Saada et nous sommes arrêtés par une patrouille de militaires français, donc
peu importe leur confession. Hein, mais il y avait je m'en souviendrai toujours, une rangée de un peu plus d'une douzaine de cadavres. Et en fait, c'était l'assassinat du FLN, quoi, sur les gens du cru, politique d'intimidation. Donc, mon dernier souvenir de Noël là-bas. Dans notre commune, en bordure du Haut-Atlas, il devenait difficile de sortir. Par exemple, nous avons cessé les pique-niques dans les dunes. Je n'avais plus autorisation de m'éloigner, de jouer dans l'étendue où paissaient les moutons. L'Oued, plus personne ne s'y aventurait. Donc j'imagine qu'il y avait pas mal d'attentats qui se perpétraient. Et certainement, puisque j'ai souvenir du jeu qui était devenu le jeu préféré avec mon petit copain et voisin, fils d'instituteur également, on jouait à la guerre. Et on défilait, l'un défilait au son de la Marseillaise, l'autre au son du chant du FLN. Bon, ça situait vraiment le climat. Mais donc très vite, certainement il y avoir des intimidations. Mes parents qui avaient pour habitude de partir à Alger pour les vacances scolaires, ça n'était plus possible puisqu'il fallait passer par les gorges, qui était un véritable traquenard. Et les départs se faisaient de plus en plus nombreux. Même nos voisins, qui étaient de confession juive, s'apprêtaient à partir. Or, ils étaient là depuis bien plus longtemps que nous. Et donc, je pense que c'est ce qui les a décidés à partir, à organiser. De toute façon, ils devaient partir pour les vacances. Hein. Ils avaient acheté une maison de campagne, là, dans le Dauphiné, en 1961. Donc, nous allions partir pour cette maison pour la durée de l'été. Cependant, le papa avait bien entrevu qu'il ne reviendrait pas, puisqu'il avait confié à ce fameux voisin les clés de la maison. Et le soin, je crois ils avaient commencé à mettre en carton pas mal de choses et le soin d'opérer un déménagement. Nous sommes rentrés en bateau et quelque chose se transmettait des adultes aux enfants puisque j'avais tout à fait conscience, je me souviens, que je ne reviendrai plus là-bas. Je pense que maman avait déjà emporté les albums photos, puisque je les ai toujours vus dans cette maison, avant même que nous emménagions en appartement à Vénissieux. Je crois que pour les uns et les autres, c'était les albums photos. Je sais que nous sommes arrivés, nous, complètement démunis, puisque nous étions partis pour la période d'été. Et donc, sans vêtements d'hiver, aucun. Mes parents ont demandé un poste pour Lyon, en se disant qu'ils n'auraient aucune chance s'ils demandaient un poste pour Nice ou Marseille ou Toulon, puisque tous les pieds noirs, les enseignants pieds noirs demandaient ces régions-là du sud. Donc il a demandé Lyon. Il avait un frère qui demeurait dans la banlieue lyonnaise. Et il l'a obtenu. Nous sommes restés à la campagne jusqu'en janvier, date à laquelle nous avons obtenu un appartement à Vénissieux, ces fameux HLM construits pour les pieds noirs. Face aux Minguettes, j'ai vu se construire les Minguettes. Donc nous n'avons plus bougé après. Et mes parents ont essayé de reprendre racine, je reprends l'expression de maman, dans le Dauphiné, dans cette maison où elle a enterré mes grands-parents maternels. Alors, les principales difficultés auxquelles ont été confrontés mes parents, notamment, je crois que c'était déjà le climat, notamment à Lyon.
Lyon, Vénissieux, qui à l'époque était complètement dans le brouillard, au sens propre du terme. On ne voyait pas à 1 mètre. Et quand on ne connaît pas une ville, on ne connaît pas les itinéraires. Ça, c'était c'était une très très grosse difficulté pour circuler en voiture ou en bus. Ensuite, il y a l'accueil des gens eux-mêmes. Dans leur métier respectif, ils n'ont pas été spécialement bien accueillis. Je sais que papa, il lui a fallu longtemps, encore dans les années 80, où il exerçait encore, devait faire encore preuve de pédagogie, remettre les choses à leur place vis-à-vis de collègues. Peu à peu, ça s'est fait. Peu à peu, ces Lyonnais sont devenus de grands amis de mes parents, des amis fidèles. Mais cela a pris du temps. Voilà, et quant à moi, c'était un peu aussi difficile, même dès l'école. Dès qu'on savait que je venais d'Alger, donc d'Algérie, il n'était plus question d'Algérie française. Ah, ben alors tu es une arabe. Ah, ben alors tu es une fasciste, dès l'école primaire. Mais bon. Ah, mais alors tu es une colonialiste. Évidemment, les enfants prenaient ce qu'ils entendaient chez eux aux informations. L'impact qu'a eu cette guerre a été important pour toutes les familles. Papa a eu un cousin qui a été enlevé, disparu, dont on n'a plus jamais eu de nouvelles. Plusieurs copains qui ont été enlevés aussi. Tué. Papa a multiplié les études du matin, ses heures d'enseignement, les études du soir, les cours du soir pour adultes, donc autant dire que j'ai grandi sans père pendant une période de ma vie. Maman, je me rappelle, pour moi, elle a été dépressive, peut-être jusqu'à mon adolescence. Voilà, et d'ailleurs souvent le médecin l'a menacé d'arrêt de travail pour dépression, peut-être y en a-t-il eu un réellement, mais oui, il l'a menacé de lui enlever les enfants. La sœur de mon grand-père paternel, ils avaient une propriété agricole à Cherchel notamment, qui était le lieu de vacances de la famille côté maternel. Et quand ils sont arrivés en métropole, ils se sont retrouvés enfermés dans 2 pièces, une loge de gardien, parce que mon grand-oncle on ne lui avait proposé qu'un poste de gardien d'HLM à Digne. Et là, c'était un changement de vie tellement, tellement énorme, tellement terrible, que je me souviens, je voyais dépérir à chaque fois que nous lui rendions visite. Et cette grand-tante également. Et c'était surprenant pour moi, petite fille, parce que leur accent ensoleillé représentait pour moi la joie de vivre. Et il y avait quelque chose, un tel hiatus entre ce dépérissement et cet accent. Et les récits aussi qu'ils pouvaient faire de leur vie autrefois, où c'était une grande maison ouverte à tous, pas seulement à la famille, mais aussi à leurs employés, à leurs salariés agricoles. Toutes les familles, je pense, ont été soumises à cette dispersion, à cet éclatement. Par exemple, mes grands-parents sont installés à Nice. Ma famille, mes parents sont installés à Lyon, Vénissieux. Mais des cousins se sont installés à Toulouse, je crois me souvenir, Toulouse. Un frère de maman à Bordeaux. Et oui, et du coup, même si les liens se maintiennent pendant 1 an, 2 ans, après ils se distendent, d'autant plus quand les enfants eux-mêmes sont adultes. Par exemple, ici, je connais plusieurs personnes qui se réunissent pour des cousinades.
Mais chez nous, ces cousinades finalement étaient régulières, qui pour Pâques, pour la Pentecôte, pour ceci, pour cela. Et c'est cela qui a disparu avec l'arrivée en métropole, puisque déjà, quand on est au debout de la France, mais il y en a qui sont partis en Espagne, d'autres qui sont partis en Australie. Moi-même, mon grand-père souhaitait partir au Canada et emmener toute la famille au Canada. Bon, chose qui ne s'est pas faite, je ne sais plus pourquoi. Je me suis souvent sentie déracinée, bien entendu, pendant une longue période de ma vie. Jusqu'à ce que... Non, même après avoir eu moi-même des enfants, parce qu'il n'y avait pas de... Je pense que l'enracinement vient de deux choses. Il y a l'enracinement physique et un enracinement, on va dire, immatériel, qui se fait par la transmission des récits de génération en génération. Et donc cela, quand les aînés s'enferment dans le silence, ça ne peut pas se faire. Et je me suis souvent sentie déracinée quand, par exemple, à l'époque de la Toussaint, qui donnait lieu, il y a encore 40 ans, à de grands rassemblements familiaux sur les tombes des aïeux. Et nous n'avions pas de tombe, alors... Pourquoi la parole a-t-elle été difficile ? Je pense que nos parents, mes parents, papa par exemple, comme je l'évoquais pendant son service militaire prolongé et s'est tourné dans les unités territoriales, a vu des choses tellement horribles. Maman me disait qu'il vomissait tous les soirs quand il rentrait. Bon, on ne peut pas en parler. Et maman, elle, se tourmentait tous les jours. D'ailleurs, pour ma sœur qui est née en février 62, à Alger, la dernière née à Alger, elle n'avait plus de lait tellement elle s'inquiétait. Après, cette traversée en métropole, tout de suite, ils ont dû s'adapter malgré le mauvais accueil, malgré des conditions déplorables, malgré le rejet de la plupart médiatiques, surtout parce que, comme partout, il faut se souvenir des solidarités qui se mettent en place. Et je pense que donc on se jette à corps perdu, quand on a la charge d'une famille, on se jette à corps perdu dans le travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il n'y a pas de temps pour la parole. Déjà, ça c'est important. Et on essaye de transmettre aux enfants la volonté de réussir, du travail bien fait, avec cette dimension supplémentaire peut-être dans nos familles, cette dimension d'honneur. Voilà. Et donc, quand on devient adolescent, il y a beaucoup de questions qui ne trouvent pas de réponse. On se souvient de ce qu'on a entendu enfant. Et puis, il ne reste qu'à se plonger dans les livres, d'histoire, les témoignages, pour essayer de remettre en place les pièces du puzzle. Voilà. Donc, il faut resituer également tout cela dans le contexte de l'époque. Adolescente, on est dans les années post-68. Je suis à la fac en 71, entre 71 et 73. Donc, là encore, je suis obligée de me taire dans le contexte. Gauchiste, voire ex-maoïste, trotskiste, etc. Donc donc on prend l'habitude de se taire, de défendre en petit comité, d'argumenter. Donc
J'ai appris très tôt à développer, et à remettre, à faire des rappels historiques, mais en petit comité. Je ne suis pas un tribun, je suis plutôt quelqu'un de très intérieur. Et voilà comment s'installe la solitude dans le mariage. Il se trouve que mon mari était issu d'une vieille famille bourgeoise, que ce soit de Nantes, de Lyon. Donc il n'y en avait que pour leur pédigré, si je puis m'exprimer ainsi. Et il n'y avait absolument pas de place ni intérêt pour ma propre... de toute façon, voilà. Et si je prenais la parole en élevant la voix pour me faire entendre, parce que j'ai une voix fluette, tout de suite, c'était traduit par... je prenais trop de place. Donc, voilà, j'ai pris l'habitude de ne pas parler. Et... sauf avec des amis qui s'intéressaient, qui me posaient des questions et auxquelles j'avais plaisir à répondre. Mes grands-mères prenant de l'âge, je me suis... penchée, je me rappelais ce qui m'avait été transmis par les grands-parents, et j'ai interrogé mes grands-mères, j'ai enregistré ma grand-mère paternelle, et du coup j'ai pris un peu, je me suis attachée à transmettre aussi cela à mes propres enfants. Et du coup, j'ai eu des alliés au sein du foyer que nous avions fondé, puisque mon fils aîné, adolescent, s'est lui-même intéressé de près à notre histoire familiale et la mémoire d'un peuple, en quelque sorte. Et mes enfants disent facilement qu'ils sont enfants et petits-enfants de Pieds-Noirs. C'est une fierté pour eux, je crois, oui. Oui, c'est une dimension de leur personnalité. On passe son temps à ferrailler, ma jeunesse, c'est pas... Mon enfance, j'ai ferraillé dès mon enfance, ma jeunesse. Ferrailler, ça veut dire rétablir la vérité par des faits. Faire connaître des faits qui ont été occultés, rappeler des chiffres, rappeler des paroles, voilà. C'est aussi, en ce qui me concerne, ça a été longtemps, ayant grandi à Lyon, dans les brouillards lyonnais, c'était vraiment la perte de la lumière, la perte de senteur, la perte d'un chant, le chant de l'accent, mais aussi le chant. Mes grands-mères chantaient, mes grands-parents chantaient beaucoup, ils étaient très musiciens. Tout ça m'a beaucoup manqué. La lumière et le chant, ça allait de pair pour moi. Ces odeurs fortes, des fleurs, des orangers, les couleurs, tout ça, je l'ai cherché pendant longtemps et ça m'a certainement amené à l'écriture. Et de même que ce silence, dans lequel, femme mariée, je me suis retrouvée, ce déni de mon histoire, je peux aller jusque-là, m'a peut-être amené inconsciemment vers ma réorientation, vers la thérapie, ma deuxième vie professionnelle. On peut le voir comme ça, oui. Oui, sans doute, puisque j'ai eu cette facilité de compréhension d'autrui. Cette histoire nous a, pas seulement à moi, mais je pense à nous tous, apporté une sensibilité particulière et notamment une attention, une acuité aux événements du monde. Parce que, hélas, l'histoire ne cesse de se répéter, c'est-à-dire tout laisser en très peu de temps, en 5 minutes, laisser son village ou son quartier, sa maison ou son appartement, son église, voire sa mosquée pour certains, sa synagogue pour d'autres,
et partir sans rien, avec juste un baluchon ou une valise, et encore en espérant franchir les barrages, en espérant ne pas se les faire soustraire, enlever. Donc tout cela m'a renvoyé brutalement à notre histoire Pieds Noirs. Je ne saurais que conseiller à ceux qui atteignent la fin de leur vie, dont je ferai bientôt partie, bien de transmettre le maximum d'archives, de photographies, de films, de lettres, parce qu'il faut vraiment collecter, rassembler, et puis y emmener les générations suivantes. Un grand merci à Anne-Lise pour son témoignage. Cet épisode a été monté et mixé par Florian Lanoir et la musique est de Pascal Simoni. Et si vous aussi vous voulez témoigner et que je vienne à votre rencontre, vous pouvez m'écrire à qui-se-souviendra@gmail.com. Ce podcast est dédié à mes parents ainsi qu'à tous les déracinés.